Ordinateur, continue. Ok, et bah du coup, on arrive au prochain point, ou bien le point suivant, qui est quelle forme de location est la plus optimale, sachant que comme d'habitude, il n'y a pas une seule réponse. Donc ça va être la courte durée, genre Airbnb, puisque c'est un peu le prestataire le plus connu, ou la colocation, ou la location. Donc je ne sais pas si vous avez pratiqué les trois formats de location. Pour la location, j'ai pas d'idée. J'ai jamais pratiqué de la location, mais pour la location, j'ai déjà une idée. Mhm. Ok, bah, de toute façon, idéalement, il y a deux choses. Idéalement, c'est faire de l'Airbnb. Bah, on l'appelle l'Airbnb, mais en vrai, c'est la location courte durée. Ça reste quand même, comme j'ai dit, le prestataire le plus connu. Généralement, ce qu'on dit, c'est que Airbnb, c'est trois fois la rentabilité de la location classique. Et juste après Airbnb, il y a la colocation. Et puis la location, c'est un peu le schéma le moins avantageux pour le propriétaire. Sauf que dans les faits, on trouve que c'est pas si simple que ça. Avec Airbnb, effectivement, généralement, on gagne très bien. Comme j'ai dit, c'est trois fois ce qu'on aurait gagné avec la location. Ça, c'est comme avantage. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas à gérer les problèmes d'un locataire qui, à un moment donné, va cesser de payer pour différentes raisons. Il y a moins de problèmes avec l'usure de l'appartement parce qu'il y a une assurance Airbnb qui est vraiment très performante. De toute façon, soit c'est l'assurance qui prend en charge en cas de problème, soit c'est carrément le locataire partant, qui va devoir rembourser les dégâts. Et puis voilà, le fait que vous ayez des personnes qui partent, qui viennent, parfois vous avez des vacances, et durant ces vacances, éventuellement, on va pouvoir utiliser le bien soi-même. Ça, c'est dans la case, enfin, c'est principalement dans ce qu'on va retrouver dans la case avantage. Maintenant, bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Le plus important, c'est déjà, il faut s'en occuper. Soit il faut s'en occuper, soit il faut avoir vraiment du temps parce que le ménage, c'est un vrai travail, c'est une vraie charge de travail. Ou alors, il faut avoir quelqu'un qui va s'en occuper. Il y a des agences, c'est pas du tout ce qui manque. C'est soit, généralement, vous allez prendre le gardien de l'immeuble qui va, même si parfois il vaut mieux éviter ce genre de situation, parce que si jamais vous avez un problème avec lui, il va devenir un impediment à votre investissement. Mais bon, il faut trouver quelqu'un pour le faire, de préférence une entreprise, comme ça vous retirez les charges de ce que vous gagnez, donc vous vous retrouvez dans une opération comptable qui s'annule. Ou alors, donc ça peut être un auto-entrepreneur ou carrément des entreprises de conciergerie, sauf que parfois ça coûte quand même assez cher, parfois ça peut aller jusqu'à 30% du prix de location, ce qui est quand même considérable, c'est pas du tout rien. Et c'est pas forcément qu'on aura le meilleur service escompté ou espéré. Parmi les inconvénients aussi, c'est les voisins. Parce que souvent, ça crée un va-et-vient. Et surtout si vous avez choisi comme lieu un immeuble genre haussmannien, parisien, etc., où la plupart des habitants, ce sont des gens qui sont, c'est des propriétaires, ils vont pas apprécier que chaque fois il y a quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui sort, et parfois il y a même du bruit. Ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Si en plus dans le règlement de copropriété, c'est pas clair que vous avez le droit de louer type Airbnb, parce que parfois ça arrive, surtout si vous avez la mention exclusivement bourgeois, là c'est presque impossible. C'est pas presque, mais c'est impossible. Donc vous rentrez en conflit, en litige avec vos voisins, il y a des solutions, mais C'est quoi généralement. la mention exclusivement bourgeois? Alors en fait, euh, dans, dans le règlement de copropriété, vous allez trouver toutes les règles de location, d'habitation, etc. Et là, vous allez trouver si vous avez le droit, par exemple, de domicilier une entreprise ou d'avoir une activité commerciale. Si vous avez la mention exclusivement bourgeois, ça veut dire qu'il y a aucun, vous n'avez pas du tout le droit de louer, surtout pas Airbnb. Louer pour des familles, c'est discutable, ça dépend de l'interprétation. Mais vraiment louer pour du Airbnb, ça c'est pas possible. Vous pouvez même trouver des règles du genre, vous pouvez pas faire de colocation. Bon, ils peuvent être très chiants là-dessus. Vous ne le retrouvez pas partout, c'est surtout dans des immeubles parisiens et équivalents, dans des endroits où il y a des gens qui sont un peu compliqués, qui ont des problèmes dans leur vie, on va dire, et qui veulent projeter ça sur les autres. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce que plusieurs personnes ont pris des biens pour Airbnb, se sont retrouvés dans la merde. Donc, parmi les autres inconvénients, ça va être
bah, votre bien, il va pas vivre 10 ans sans entretien, ça c'est sûr et certain. Même s'il y a l'assurance, mais parfois il y a des choses qui ne peuvent pas incomber de l'assurance. Et puis le plus grand inconvénient avec Airbnb, c'est l'illégalité. Je m'explique. Depuis un bon moment et à cause du lobby de l'hôtellerie, parce qu'il y avait un grand boom, les gens ils ont bien profité de la chose. Mais depuis un bon moment, c'est devenu quasiment impossible. Il y a une traque à Airbnb, c'est dans la plupart des grandes villes, New York, la plupart des grandes capitales, les grandes villes européennes, etc., etc. Même le Maroc, apparemment, il va commencer à légiférer là-dessus. Et donc, soit vous êtes, par exemple, si on prend l'exemple de Paris, des grandes villes, les grandes villes françaises, soit il faut que ce soit votre résidence principale, mais alors vous ne pouvez pas louer plus que 40 jours, enfin, oui, c'est ça, pas plus que 40 jours par an. Le problème, déjà, si c'est votre résidence principale, bah, ça veut dire que vous avez une chambre ou un studio isolé du reste, parce que vous avez quand même une privée ici qui compte. Mais si vous allez l'accueillir chez vous dans la chambre à côté, ça n'a pas de sens. À un moment donné, pour des gens qui ont une situation stable, c'est juste impossible. Donc c'est un vrai frein. Sinon, ce qui est prévu par la loi, en supposant, parce qu'en fait tout ça, c'est sorti dans la loi Elan, et après c'est à l'interprétation, la décision du maire, et ce qu'il y a autour du maire. Donc c'est pour ça qu'il y a des maires qui l'ont fait, d'autres qui l'ont pas fait. Strasbourg, par exemple, c'est une grande ville, et pourtant Airbnb, il n'y a pas de souci. Paris, on n'en parle même pas. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous voulez quand même continuer à louer en Airbnb, il faut faire une demande de changement de destination. Et c'est une procédure compliquée sans rentrer dans les détails. Et surtout, il y À a des qui on doit conditions. faire la demande? Pardon? À qui on doit faire cette demande? Auprès de la mairie. À le maire? Auprès de la mairie comme premier interlocuteur. Mais le problème, c'est que parmi les conditions, on va vous demander, vous voulez la surface X, la louer en Airbnb à Paris? Très bien. Mais vous devez transformer une surface équivalente dans la même ville, à savoir Paris, d'un usage commercial à un usage d'habitation. Bah, en gros, il faut avoir les moyens pour le faire. Et ça c'est pas donné pour tout le monde. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai arrêté Airbnb, je l'ai fait vite fait rapidement. C'est tombé au mauvais moment et donc je l'ai arrêté rapidement. Parce que sinon, ce que vous encourez, c'est 5 000 euros. Ça peut vous tomber dessus. D'autant plus que si vous avez des voisins qui vont vous dénoncer et qui vont le faire à grand plaisir, ils vont pas vous rater. Donc c'est 5 000 euros plus, je ne me rappelle plus combien, mais c'est un retard journalier. Chaque jour de retard, vous allez casquer un peu plus. Donc voilà, c'est ce qui fait que Airbnb, c'était une mine d'or au début, mais maintenant c'est devenu presque impossible, sauf dans certaines villes. Et en plus, Airbnb, il déclare depuis un moment, c'est la plateforme qui déclare des investisseurs qu'il y a dessus. Et donc, le rapport, il va directement à l'administration et c'est intégré dans un système. Alors, j'ai envie de dire tant mieux parce que ça fait moins de travail. Mais bon, voilà, c'est devenu un système et c'est ce qui fait que les gens, ils ont arrêté de l'utiliser. Ça, c'est pour Airbnb et Co. Maintenant, la colocation. La colocation, on peut dire que c'est un peu la solution la plus abordable, avec le moins de problèmes et qui reste quand même la plus favorable. Ce que j'ai avec la colocation, c'est déjà... Peut-être la plus rentable que Airbnb, non? Non, 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 généralement non. Vu que Airbnb, on a le droit juste de louer 30 jours par an, ou bien Oui, 40 ok. jours, pardon, par an. Si on le voit Par comme ça. rapport à par rapport à la colocation, pardon, il n'y a pas de limite. Mais là, on est en train de comparer parce que les 40 jours, c'est la résidence principale quand même. Hmm. Parce que si c'est une résidence secondaire, on n'a pas le droit, Secondaire? même si... non, non, secondaire, il faut faire un changement de destination. Donc on revient sur la procédure un peu compliquée. Donc la colocation, de toute façon, ça va être pour une résidence secondaire généralement. Secondaire. Et donc, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on est en train de diversifier le risque. Donc on a un locataire qui part ou bien un locataire qui ne paye pas. Bah, au moins, généralement, si tu as trois locataires ou cinq, c'est difficile d'avoir les cinq qui ne payent pas. Ou alors ils sont partis en grève. Là, c'est une autre histoire. Là, il faut intervenir autrement. Là, il faut appeler, je dirais pas qui. Je mettrai le croche. Mais voilà, il faut avoir des solutions. Sachant que dernièrement, j'ai vu une vidéo, apparemment, il y a des entreprises, mais ça je le savais, mais là ils ont mis une vidéo sur YouTube, genre Peace, des entreprises qui sont spécialisées dans les squatteurs. Donc ils vont aller faire sortir les squatteurs. Normalement, ils n'ont pas le droit, mais je sais pas, ils prennent le risque. Ils savent ce qu'ils font de toute façon. Mais bon, voilà, Ils ont ce qui est publié bien, la vidéo, la pub j'ai vu sur la vidéo, il YouTube. faut que je vous la trouve. Je l'ai vue hier, je vais la retrouver dans. Et le mec, il parle comme ça, genre, il y a sans état d'âme. Après, peut-être parce que la personne, le squatteur, ça se voit que c'est pas quelqu'un qui va aller les poursuivre auprès de la police. Peut-être ils ont profité de ça.
mais n'importe qui décide de les suivre, ou bien dans le cas d'une autre affaire, ils ont déjà créé la preuve, c'est déjà là. Bon. Donc, ce qui est Oui, bien avec c'est la, oui, tu- oui. Ce qui est bien avec la colocation, premièrement, on va diversifier. Deuxièmement, on va diversifier les profils, donc il y a moins de risques de non-paiement, il y a moins de risques de vacances locatives. Vous aurez deux fois les cautions, deux fois les garants. Il y a possibilité d'avoir le bail solidaire, c'est-à-dire on a les locataires et ils sont tous solidaires d'eux-mêmes. C'est-à-dire si quelqu'un ne paye pas, les autres ils vont devoir quand même payer. Généralement, il n'y a personne qui accepte, à moins que ce soit un couple ou je sais pas, des cousins. C'est très rare que les gens acceptent parce que personne n'a envie de prendre le risque sur les autres. Mais c'est une possibilité, ça reste de la négociation. Et puis, parmi les autres avantages, c'est que je cherche d'autres avantages. Ah oui, bah, ce qu'on va gagner parce que quand tu vas louer chambre par chambre, forcément, tu vas louer le total, ça va être plus intéressant que si tu louais le même appartement à la même famille. Le dernier avantage, c'est la possibilité de créer de la valeur ajoutée from scratch. Je m'explique. Je pense à un exemple. Le mec, il a acheté un appartement, c'était un F4, donc trois chambres et un salon, mais il l'a pas acheté bêtement. Il l'a acheté de telle sorte qu'il a bien repéré la possibilité de transformer le salon, une partie du salon, parce qu'il y avait le salon et un hall. Donc le hall, c'est là où il a mis la télé, les trucs en commun. Et le salon, il a transformé en une chambre. Et donc, c'est là où on voit la puissance de la chose. Il a acheté le bien comme un F4, donc comme trois chambres, parce que forcément, le bien, il est pricé. C'est normal. Il a acheté pour louer à trois personnes et finalement, il loue pour quatre personnes. Donc, la quatrième chambre, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Maintenant, bien sûr, quand on fait de la colocation, il faut aussi penser peut-être avoir plusieurs éviers dans la douche, voire plusieurs blocs sanitaires, plusieurs éviers dans la cuisine. Ça va pas être une petite kitchenette. Idéalement, il faut mettre bien sûr une télé avec des canapés, avec un espace pour la vie commune. Éventuellement, il y a certains, je vois ça sur des groupes, ils vont mettre des PlayStation, des trucs comme ça, pour vraiment si on a envie de fidéliser les gens. Maintenant, sur les inconvénients, c'est que généralement, il y a plus d'allers-retours et parfois, il y a beaucoup de conflits entre les colocataires. C'est les vraiment, colocataires. oui, il faut vraiment prévoir de faire du RH, voire du faire du babysitting. Si on arrive à voir les trois qui se mettent d'accord, parce que généralement, on a trois colocataires, si quelqu'un part, celui qui va venir, il est censé rencontrer les autres et les autres sont censés valider le profil, ou bien c'est à eux de le trouver, ça c'est aussi une manière de faire. Mais trois personnes, avec une personne qui fait venir ses amis, qui va dormir tard, qui a une hygiène de vie qui n'est pas forcément respectueuse, c'est des problèmes qu'il faut prévoir. Maintenant, ma recommandation générale, c'est que c'est l'une des solutions, c'est la solution que je préfère juste après Airbnb. J'explique pourquoi. J'ai un exemple qui est très concret. Je finis juste là-dessus. Ah, et je reviens vers toi. Aujourd'hui, j'ai un bien, c'est une colocation pour deux personnes. J'ai eu un problème d'humidité qui dépend même pas de moi, c'est un problème au niveau de l'immeuble. Alors, le problème est arrivé en avril 2021. Là, on n'a pas encore résolu le problème. Imaginez, on est fin janvier 2022. Donc, la première partie, enfin, comme c'est une colocation pour deux personnes, pour une personne, bah, il est parti à cause de problème d'humidité. L'autre personne n'était pas impactée, heureusement, donc il vit sa vie, il n'est même pas au courant du problème parce que tellement il n'est pas concerné. Euh, la personne, elle est partie. Ça va prendre presque un an le temps parce qu'il faut faire l'AG, il faut valider il faut appeler les différents artisans, avoir des devis, valider les devis, il faut attendre, faire un appel de fonds, attendre de recevoir l'argent je vous épargne, sans parler des assurances, c'est toute une procédure. Mais au moins, au lieu d'avoir 0 € ou 0 dirham qui Revenu. rentre, bah au moins on a la moitié qui rentre. C'est déjà pas mal. Sachant que normalement, on est censé avoir une assurance qui couvre les loyers perdus à cause du départ du locataire. Moi, j'avais Luco, je lui ai fait de la mauvaise pub. Bah, ils ont trouvé le moyen pour fuir leurs responsabilités. Coucou Ah. Luco, ils ont trouvé le moyen. C'est vraiment des enfoirés. Et j'ai aucun problème à le dire. D'ailleurs, je les décommande partout et officiellement. Et s'ils ont le moyen de venir, on discutera. Il n'y a aucun souci. Mais pour revenir au point principal, parfois c'est une super solution. Ah, désolé. J'avais juste une question par rapport à l'investissement en colocation. Du coup, quelle est la meilleure façon de faire? Est-ce que tu fais un bail par colocataire, ou bien tu fais un seul bail pour la colocation, et puis c'est ton locataire principal qui, en fait, tu as affaire à une seule personne,
ou à plusieurs personnes, genre les 3 personnes, les 2 personnes qui occupent la colocation? Ça dépend si ça va être du individuel ou bien du solidaire. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais le plus simple, le plus systématique, c'est de faire un bail individuel. Comme ça, tu gardes la main. Et parce que généralement, pour trouver du bail solidaire, c'est très difficile. Bon, voilà, il vaut mieux faire ça. Il y a un petit point qui est important, c'est que en France, il est interdit de vendre l'électricité. Ce qui veut dire que on est censé mettre l'électricité au nom des locataires. Ça, il faut le prendre ça, il faut le prendre en compte. Il y a aussi autre On peut chose. mettre le contrat au nom d'électricité au nom des 3 locataires ou bien des 4 locataires. Théoriquement, bah, au moins un des locataires. De toute façon, il faut sortir de la boucle. Un. En tout cas, il D'accord. faut sortir de la boucle. Il faut sortir de la boucle. J'ai une question par rapport à la colocation. Est-ce qu'elle est légale vis-à-vis l'État ou bien la mairie? C'est Bien légal? sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est un contrat. Les locataires, ils ont la CAF qui tombe. De toute façon, tout est déclaré du côté du propriétaire et on paie des D'accord. impôts dessus. OK. Bien sûr. Et il y a juste un petit point, c'est que parfois, mais c'est très rare, c'est pas autorisé dans certaines résidences. On va revenir au règlement de copropriété. Et copropriété un peu très chiante. Parfois, c'est pas autorisé, mais c'est des cas très exceptionnels. Et après, de toute façon, si on a envie, on peut vraiment rentrer en conflit. Bon courage pour le syndic, pour prouver Le que syndic. vraiment. Ouais, parce que ça n'a pas de sens. Généralement, on n'aime pas la colocation parce que ça va attirer une population de jeunes. Donc, c'est un peu, ça se rapproche un tout petit peu de Airbnb. Donc, c'est des jeunes. Et donc, ils vont faire la fête, etc. Nanana. Et si à côté, vous avez des familles propriétaires de plus, de surcroît, bah, c'est pas forcément les meilleurs. Et s'ils sont chiants, peut-être c'est pas la meilleure configuration. Et il y a beaucoup de situations, mais ça peut être pour la location, la colocation. Vos voisins, ils vont vous contacter comme quoi ils ont des conflits avec le locataire. Et ça peut créer un vrai problème parce qu'ils vont vous demander d'intervenir auprès de vos locataires. Ça, c'est une erreur. Il faut jamais intervenir dans le sens, il faut... Parce que le problème, c'est que votre locataire, il peut vous faire chier comme pas possible, plus que les voisins. Donc, si jamais les voisins, ils ont raison, ok, on peut parler à son locataire, mais d'une manière très polie et très prudente, parce que si jamais vous mettez à dos votre locataire, là, votre locataire, il peut vous le faire regretter parce que par la suite, il peut ne pas vous payer, vous rentrez dans 2 ans de procédure. Vos voisins, ils vont pas... Donc, moi, je préfère quand il y a un conflit entre les voisins et le locataire, je vais leur demander de se mettre d'accord entre eux. Si je peux faciliter, je facilite. Maintenant, qu'on me laisse un peu tranquille, parce que si quelqu'un va perdre dans l'histoire, ça va être le propriétaire. C'est lui le grand perdant. Aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème comme ça, mais voilà, il vaut mieux l'anticiper. Et donc ça, c'est pour un peu les points négatifs pour la colocation. Maintenant, la location, on le sait très bien. L'avantage, c'est que c'est stable, normalement, surtout si on fait de la location non meublée. Parce que non meublé, avec les 3 mois parfois ça va aller jusqu'à 6 mois de préavis, les gens, ils ont déjà pris les meubles, ils n'ont pas envie de déménager De chaque 2 jours, changer. ça c'est sûr et certain. Donc ils vont rester assez longtemps. Généralement, la location, c'est pour des familles, c'est pour des couples. Maintenant, ça dépend, ça peut aussi être, si c'est un studio, clairement, ça va être pour des étudiants ou bien pour des jeunes travailleurs. Mais généralement, c'est censé être stable. Donc, parmi les avantages, nous avons la stabilité, la simplicité, parce que derrière, vous aurez un seul interlocuteur, un seul garant, ou 2 ou 3 garants, ce que je recommande surtout à Paris. Maintenant, dans les inconvénients, c'est que si la personne elle part, eh ben, elle part. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Si vous avez des problèmes avec elle, des retards, vous allez mettre tous les risques sur la même personne. Si jamais, bon, c'est arrivé par exemple dans la crise de Covid, et ben voilà, quand vous avez la colocation, vous gérez bien le risque. Quand vous avez une personne, ben, la personne elle rentre en province, moi je parle d'un bien à Paris, ou bien elle rentre dans son pays, ça m'est déjà arrivé, moi, du jour au lendemain vous n'avez personne, et surtout vous n'avez personne à la remplacer. Donc c'est des choix. Et la location, forcément, vous allez gagner le mois. Il faut rappeler encore une fois les lois qui sont sorties. Par exemple, à Paris, il y a le plafonnement de loyer. Il y a le plafonnement de loyer, il y a la loi des PE, il y a le fait qu'il faut faire des visites de la part de l'habitation, la mairie, pour valider que tout est OK. Vous avez un délai de 1 mois avant de relouer. Bon, il y a trop
de règles qui font que si vous restez en plus sur la location et non pas la colocation Airbnb quand c'est possible, bah, il vaut mieux ne pas avoir pris un crédit, ça c'est sûr et certain. Là, on revient au point principal, une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop le crédit, parce que ça fait quand même des charges. Et la location aujourd'hui, en France en tout cas, ce n'est plus ce qu'elle était avant. Et en termes de rentabilité, ça devient de plus en plus compliqué. D'où l'importance aussi d'avoir bien réfléchi à son opération, parce que il faut vraiment voir la location comme le moyen de se soulager d'une partie de son crédit, ou bien de son crédit, ou un moyen d'avoir un peu de cash flow. Maintenant, le gros du bénéfice, ça va être au moment de la revente, la plus-value. Et ce qui veut dire que derrière, il faut avoir bien réfléchi à son opération. Bon, moi j'ai fini sur les 3 points, je vous laisse J'ai une compléter. question, s'il te plaît, par rapport à la rentabilité. Quelles sont les villes qui sont rentables en France? Bien les plus Euh, rentables. alors, c'est pas Si on, Paris, ça c'est sûr et si certain. on peut les placer, hein, pardon? C'est pas Paris, ça c'est sûr et certain. Alors, la Oui, c'est rentabilité, ça. déjà, la rentabilité en termes de revente ou bien en termes de location? En termes de Tous les deux. location. Je Ou pose la bien les question. deux. Alors, j'ai pas vraiment le top 10 en tête, mais on peut en parler de manière assez globale. Parce que ça va changer selon plusieurs critères. C'est comme tout, c'est comme le classement des écoles, c'est comme tout ce qu'on veut. Best place to be, to work, ça va dépendre des critères. Mais généralement, ce sont les petites villes étudiantes. Genre Rennes, Rouen, Nice. Enfin, Nice, c'est pas une petite ville, mais bon, voilà, Toulouse, Marseille. Il y a Le Havre, ça a été classé. J'ai vu un classement était la première, Le Oui, le Havre. Havre. Oui, parce Oui. que Le Havre, déjà d'une part, c'est une ville qui devient de plus en plus étudiante, et en plus, on la considère comme le port de Paris, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font là-bas. D'autant plus que l'ancien Premier ministre, l'ancien Premier Non. ministre, Édouard Philippe, oui, Philippe. il est Oui. son Il maire, est, il donc est le maire du Havre. ça aide, ça accélère les projets, on va dire Oui. ça comme ça. Donc c'est une Et très belle ville. peut-être ils vont lancer le projet du TGV entre le Havre et Paris. Ah oui, bah ça va être super si jamais Oui, c'est ça fait. va être super. Et ben voilà, ce sont ces petites villes-là. Maintenant, le problème, c'est que ces villes-là, en termes de rentabilité, c'est vraiment très intéressant, mais les gens, personne n'est dupe. Personne n'est dupe parce que les vendeurs le savent. Ce qui fait que le marché s'équilibre. Donc le prix de vente, il a augmenté depuis quelques années. Et donc on va toujours revenir au même point de départ. Il n'y a pas de super ville parce qu'il n'y a pas d'idiots. Ça, et même quand il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des agents derrière qui vont les conseiller. Il y a Internet. Donc moi j'ai envie de dire, c'est toutes les villes sont bonnes du moment qu'on a fait une bonne étude derrière. Il faut Hmm. juste faire une bonne étude. Mais bon, voilà. Il y a New York, par exemple. New York, parce que New York, une fois, j'avais trouvé un studio où il y avait des travaux à 20 000 euros. Et la location, on pouvait le louer facilement à 300, 400, parce que c'est une ville où il y a les pôles d'assurance, et donc il y a pas mal de consultants qui vont sur place. Et donc, et j'ai envie même de dire autre chose, c'est que si j'étais parti là-bas, et c'est là où on voit la puissance du savoir, je parle pas de moi, je parle en général, dans l'immobilier, j'aurais pu justifier mon déplacement et acheter avec ma boîte. Et si j'achète avec ma boîte, parce que ça va être un peu mon bureau là-bas sur place, la durée de la mission, et je peux le garder par la suite, là c'est une autre histoire. Parce que j'achète avant impôt, avant IS, avant dividende, et ma boîte va le garder. Alors, certes, je suis censé l'utiliser dans le sens professionnel, mais bon, voilà, après, avec un montage de holding, SCI, je peux revendre, je peux trouver des solutions. Je dis ça pourquoi? C'est juste pour revenir à ce que je dirais tout le temps. Il y a jamais de réponse générale. Heureusement, malheureusement, c'est toujours le cas par cas. D'où l'importance de maîtriser la chose. Mais bon, voilà. Hmm. Ben, merci. Welcome. Et sinon, donc, s'il n'y a pas d'autres points, on peut aller directement à c'est quoi une bonne affaire? Par rapport, ben, j'ai un point à aborder avec toi par rapport aux travaux. L'idéal d'acheter un appartement neuf ou bien un appartement où on peut faire des travaux, ça sera plus rentable, je pense, non? Eh bien, ça va rentrer dans le cadre de c'est quoi une bonne affaire. Donc, pour moi, une bonne affaire, déjà, surtout là, à Paris. Paris, c'est une ville, ça peut être tout un sujet. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'acheter à Paris? Quand je dis Paris, c'est Paris, la petite boucle, tout ce qui va avec.
Paris, Île-de-France. par exemple, c'est pas intéressant d'un point de vue rentabilité parce que la location, déjà, on est plafonné. Et on est super bien plafonné. Il y a des exceptions au plafonnement, c'est quand on peut prouver qu'on a un avantage, genre un super jardin ou une vue sur la Tour Eiffel. Encore faut-il le prouver. Si on est déjà en conflit avec le locataire, c'est pas ça. Mais ouais, il y a moyen, c'est juste de dire. C'est pas du tout respecté. Désolé de t'interrompre, hein, mais c'est pas respecté, hein, je pense, à Oui, Paris. c'est pas respecté, c'est l'offre et la demande. Maintenant, le truc, c'est que euh, le locataire, il a le droit d'accepter le loyer et durant les 3 premiers mois, il peut se retourner contre vous et il aura gain de cause. Soit durant les 3 premiers mois, soit au moment du renouvellement. Donc, bon, Le il moment du peut, renouvellement, c'est après 3 ans, c'est ça? si c'est du meublé, Ça dépend. c'est une année. C'est une année. D'accord. Il, C'est-à-dire, euh, il gagne le reliquat, c'est la différence entre le plafond et son loyer réel. il C'est peut ce que le réclamer, propriétaire oui, il peut réclamer. va passer. Il peut réclamer. Et parfois, il peut réclamer, il aura gain de cause. C'est surtout ça le plus puissant. Maintenant, c'est vrai que c'est pas respecté dans le sens à Paris, on a la chance de pouvoir être très sélectif et de ne pas prendre n'importe qui. Et normalement, on va prendre des gens parce que la personne sait que tu l'as prise au détriment des autres. Tu lui as fait confiance. Et normalement, il a les moyens aussi. Il a de bons garants. Parce que surtout à Paris, on prend 2 garants, 3 garants, parfois même s'ils sont tous solvables. Donc, théoriquement, c'est pas censé se passer comme ça. Mais s'il a envie de vous faire le coup, il vous fera le coup. Maintenant, s'il vous fait le coup, ça veut dire qu'il est en train de rompre la relation de confiance. Donc, c'est dans les deux sens. Il est en train de rompre la... Alors, du coup, ce que j'étais en train de dire, à Paris, théoriquement, c'est pas une bonne affaire, par exemple, à cause de tout ce que je viens de citer. Maintenant, ça peut aussi être une très bonne affaire dans le sens, euh, vous êtes très sélectif, vous aurez les meilleurs locataires, les meilleurs garants, et donc vous savez que le premier du mois, le 5 du mois, vous avez un virement automatique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui génère déjà de la richesse avec son travail principal, comme c'est le cas de la plupart ici présents, et finalement l'immobilier, c'est juste un complément, peut-être vous allez préférer être dans une ville où vous avez cette garantie quasi officielle d'avoir le loyer sans problème, plutôt que d'avoir 100 euros de plus par mois, mais avec des locataires qui vont pas payer à temps, qui vont pas payer. Chaque fois il y a un problème, chaque fois il y a un problème avec les voisins. C'est pour ça que la notion de bonne affaire, ça reste toujours très relatif. Et puis à Paris, quand vous allez revendre, fermez les yeux, vous allez revendre. Bon, peut-être que la plus-value n'augmente pas de la même manière que dans d'autres villes, mais l'avantage derrière, c'est que vous savez que l'adresse Paris, elle est juste convoitée comme pas possible. Ça, c'est pour dire, ça, c'est pour dire d'une manière générale qu'une bonne affaire, ça reste vraiment très relatif. Maintenant, je vais répondre à la réponse d'une manière directe. Généralement, comme j'ai dit, personne n'est dupe. Personne n'est dupe, tout le monde sait. Et ceux qui ne savent pas, ils se font conseiller. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, idéalement, ça va être soit les enchères, en supposant qu'on ne tombe pas, ce qu'on a dit la dernière fois, on ne tombe pas avec des concurrents qui comprennent rien, parce que ce sont eux qui vont pourrir toute l'opération. Sinon, c'est l'héritage, parce que l'héritage, il faut savoir que déjà, les gens, ils vont récupérer un bien, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de... À moins que ce soit la résidence principale des enfants, c'est là où ils ont grandi. Mais bon, généralement, ils récupèrent un bien, ils doivent payer beaucoup d'impôts, parfois ils doivent payer pour les frais les travaux, des choses comme ça, et donc ils veulent juste s'en débarrasser. Parfois, les héritiers, ils sont au Japon, ils sont je ne sais où, et ils n'ont pas envie de gérer quoi que ce soit, ils ont peur que ce soit squatté en plus. Donc, c'est un héritage où il y a une urgence, ils veulent s'en débarrasser. Peut-être si vous arrivez et sans crédit, et c'est très important le petit détail, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'aime pas le crédit. Mais bon, c'est un avis personnel et c'est un avis très minoritaire, je sais. Si vous arrivez et vous n'avez pas besoin de crédit, ou bien vous avez un crédit, mais il y a le feeling qui passe, vous êtes là au bon moment, ils sont pressés, ça se passe très bien. On parle de l'héritage, c'est la même chose pour le divorce. Parce que le divorce, déjà, il y a le couple qui veut juste s'en débarrasser. Ils n'ont pas envie chaque fois de se retrouver pour discuter avec vous. Si vous arrivez au bon timing, ah ouais, c'est pas bien, c'est pas sympa, mais bon, voilà, c'est les affaires. Si vous arrivez au bon timing, c'est peut-être une bonne affaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, on va jamais vous dire un héritage, c'est difficile à camoufler. Et un divorce, généralement, on vous le dira jamais. On vous le dira jamais parce que on revient à l'autre point, c'est que les gens savent. Ils savent que s'ils vous disent divorce, vous allez négocier. Donc ils vont vous dire, ben, on est en train de partir en province, on est en train de partir à l'étranger,
Même pas l'étranger. L'étranger, ça veut dire généralement, ils sont, ou bien l'étranger l'année prochaine. Donc, on n'est pas pressé. Ils vont jouer sur ça. Et sinon, le top du top du top, c'est les travaux. Pourquoi les travaux? Même si je trouve que c'est un peu bête, parce que les gens, ils ont peur des travaux. Mais les travaux, c'est une super opportunité. D'abord, le vendeur, à moins qu'il n'ait pas les moyens, ou bien je sais quelle raison, c'est pas lui qui va faire les travaux généralement. Sachant que la plupart des travaux, on peut les faire. Je vous dis ça, moi je les fais pas. Mais bon. Mais généralement, on peut faire genre le carrelage, la peinture et tout ça. Et donc, il va gagner. Mais si le vendeur il a envie de vendre, il vaut mieux qu'il fasse les travaux. Les travaux, ça va être une enveloppe financière en fin de compte, on va dire 20 000 euros. Il avance 20 000 euros s'il l'a. Et son bien, il va gagner en valeur. Parce que ce qui va se passer, c'est que toi, comme acheteur, on est tous des acheteurs, on cherche tous des biens qui ont des travaux parce que finalement, ce qu'on va faire, on va ramener un artisan qui va faire une estimation. Supposons que je vais acheter à 400 000, l'estimation des travaux c'est 50 000, et ben, je vais dire au vendeur, bah écoute, toi tu veux vendre bien, la valeur de ton bien s'il était opérationnel c'est 450. Les travaux c'est 50 000. Donc moi je te l'achète à 400. Mais vu que je prends des risques, parce que ça se trouve, c'est des risques, c'est du temps perdu, etc., etc., je vais l'acheter non pas à 400, à 380, parce que bon, voilà. Et ça, c'est premièrement, ça me permet de faire de la négociation. Deuxièmement, ça permet, quand tu fais les travaux, parce que quand tu achètes un truc qui est surtout la résidence principale, un bien qui est prêt, normalement, tu vas quand même faire un peu de travaux. La peinture pour mettre la couleur que tu veux, le carrelage si tu veux le changer, ceci, cela. Et donc, finalement, tu as acheté au prix du marché et tu as fait des travaux supplémentaires. Ben, il vaut mieux faire les travaux directement et mettre le bien à ton goût. Et troisièmement, il n'y aura pas beaucoup de concurrence parce qu'il y a des gens justement qui ont envie d'acheter du prêt à utiliser from day one. Et donc, ils ont peur des travaux et il y aura moins de personnes qui sont vraiment en compétition avec toi. Donc, effectivement, trouver un bien avec les travaux, c'est la meilleure affaire. Maintenant, dans les faits, et il ne faut pas aussi oublier un truc, c'est que l'enveloppe que toi Mais tu il vas faut quand estimer. même avoir un très bon artisan qui respecte Oui, les délais. oui, oui, oui. Ouais. Ah oui. Alors, il y a ça, mais aussi toi, ce que tu vas estimer, c'est les travaux un peu prudents, c'est-à-dire les travaux ce qui sont estimés 50 000. Si ça se trouve que toi, tu vas arriver à bien négocier avec l'artisan, ça va être à 45. Surtout si tu vas payer l'artisan cash. Enfin, cash, je veux dire, c'est-à-dire En tu as blague. l'argent qui est prêt, ou bien il est de ta famille, etc., etc. Donc c'est tout bénef. Maintenant, le problème, c'est que dans des villes comme Paris, ou que je dis Paris encore une fois, la petite boucle, eh ben, il se trouve que tout le monde sait et tout le monde a l'argent. D'autant plus que Paris, ça attire les investisseurs internationaux. Donc quand il y a un bien avec des travaux, c'est tous les vautours, ils sont dessus. Et là, on va retourner au point, à l'un des points qu'on a discuté, l'importance d'avoir le réseau et de trouver la bonne affaire en off plutôt qu'en on, parce qu'on c'est sur le bon coin, bah, tu peux être sûr que tout le Au monde est là. courant. Tout Ouais, le monde est c'est là. ça. Et Et c'est quand un tu peu es, dommage. Mais quand bon. tu quand t'es intéressé à des biens dans des zones un peu trop convoitées, même parler de Paris, parce que Paris, c'est un cas exceptionnel. On va dire Oui. petite couronne. Est-ce que tu as le temps de faire venir un artisan pour visiter avec toi, qu'il estime les travaux à chaque fois? Le problème, c'est que non, à un moment donné, soit tu le connais très bien, soit tu as le moyen, genre, vous avez des affaires, genre, tu le fais intervenir dans d'autres biens à toi, ce qui n'est pas le cas pour nous, pour les gens comme nous, parce qu'on n'a pas des immeubles. Sinon, bah, moi, ce que je faisais, chaque fois, je ramenais quelqu'un, parce qu'il peut venir une fois, pas deux fois. Mais à un moment donné, si tu le fais venir deux fois, trois fois, quand même, il faut lui donner les travaux une fois que c'est pas contractuel, mais il faut établir la relation de confiance. C'est très important. Mais pour répondre à ta question, il y a des artisans qui vont te demander un petit billet pour venir, d'autres qui vont pas le faire, mais certainement tu vas pas les solliciter 10 fois parce qu'à un moment donné, ils vont se dire le mec il n'est pas sérieux, ils vont pas venir. Ce que je fais aussi, c'est que généralement, de toute façon, les premières visites, c'est toi qui les fais, et avec le temps, tu auras un peu d'expérience. Et donc, comme ça, tu évites de ramener quelqu'un pour des visites de biens qui vont pas t'intéresser. Vraiment, c'est la première visite, tu la fais toi-même, tu prends des photos, peut-être tu prends des vidéos, et quand tu sais, tu élimines déjà les biens qui ne t'intéressent pas pour différentes raisons. Quand tu sais que ce bien-là, il est fort possible que tu le prennes, tu vas ramener l'artisan juste pour te valider qu'il n'y a pas de vis caché. Sachant que le vis caché, c'est pour le trouver, bon courage. Mais bon, voilà, au moins, il est meilleur que toi, meilleur que moi, parce que c'est son domaine. Mais on revient toujours à l'un des points principaux, c'est le réseau.
Et le réseau, vraiment, nous, on est tous ici en France, on n'est pas nés en France, donc on est tous dans une situation, donc on n'a pas des gens de la famille, nanana, mais ça se construit. C'est une relation de confiance, ça se construit. Donc, quand Oui, tu dis, si c'est dans le cadre d'une deuxième visite, c'est dans le cadre d'une deuxième visite que tu fais revenir pour estimer les travaux une fois que tu auras éliminé les biens qui ne t'intéressent pas. Parce que tu as le droit de demander une deuxième visite, voire une troisième. Bon, après, il faut pas faire chier non plus le vendeur, et le C'est ça, vendeur, il c'est faut ça aussi qu'il qu'il faut. Parce accepte. que quand tu as eu bonne affaire, tu as intérêt à faire une proposition dès la première visite. Mais bon, après, je peux comprendre que s'il y a des travaux, Mais c'est après, pas très. quand tu fais la proposition, et supposons qu'elle est acceptée, tu peux toujours lui dire oui, mais bon, de toute façon, c'est un feeling qui passe. C'est ton droit de demander une deuxième. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Si c'est un bien, je pense à des biens à Paris très bien situés. Le mec, de toute façon, tu lui dis j'ai besoin d'un crédit, il te dit désolé, c'est déjà vendu. Pour te dire. Bah oui. ouais. Moi, je pense là à un bien, c'était pour la résidence principale, c'est à Paris 11e, un super immeuble, super jardin, comme on peut trouver très difficilement. Je crois que c'était autour de 700 000 euros, un appartement. On a appelé pour une visite le week-end. Il nous a dit, vous avez besoin d'un crédit? Oui, évidemment, c'est la résidence principale. Alors, j'ai dit que je suis contre le crédit, mais je l'ai pour ma résidence principale, juste pour être transparent, pour d'autres raisons. Ouais. Donc, il nous a dit, ben, écoutez, je peux vous proposer une visite le samedi, mais je sais qu'entre-temps, j'aurai des visites de la part de personnes qui n'ont pas besoin de crédit et qui vont Ah, décider sur le champ. Donc, rappelez-moi vendredi pour vous confirmer. On a rappelé vendredi, désolé, déjà vendu. Voilà. Mais ça, c'est Le mec, il te Paris, c'est des dit biens particuliers. week-end, donc c'est un salarié, donc c'est un pauvre, prend crédit. Donc, Oui, entre autres. qui travaille Entre dans la autres. semaine, c'est les pauvres. De toute façon, quand il a entendu crédit, parce que le problème du crédit, c'est que c'est un dossier à monter, peut-être que ça va être refusé, et c'est surtout ça prend refusé quelques par mois. la banque. Alors, bon, pas vraiment quelques mois, mais bon, voilà. Alors que si toi tu es vendeur, tu as quelqu'un qui a déjà l'argent, bah, au moins tu n'as pas le risque de rejet, donc tu le prends. Ce qui est normal, c'est son droit, c'est tout à fait Oui, normal. Mais sinon, pour revenir sur la bonne affaire, bah, effectivement, Paris, bon, sachant qu'à Paris, il y a des arrondissements qu'il vaut mieux éviter. Le 19e, là où il y a des vendeurs de shit et tout ce qui va avec, bien sûr, là, c'est une catastrophe. Sauf si vous voulez investir là-dedans, parce que le derrière, vous 20e, avez un même le peu. 20e, c'est ça? Même le 20e Parler du arrondissement. 19e, l'Ourcq. Oui, et le 20e? Le 20e, ça va, mais ça dépend où, mais généralement, ça va. Moi, j'aime bien ce. De toute façon, dans tous les cas, ça va être. Dans tous les cas, comme on dit, la valeur ajoutée, elle est faite à l'achat et non pas à la vente. Parce qu'à la vente, forcément, vous allez vendre comme monsieur tout le monde. Personne n'est dupe. Par contre, l'achat, il ne faut pas se précipiter. Moi, ce que je recommande, c'est qu'il faut absolument prendre, sauf pour la résidence principale, parce que comme ce qu'on a dit, la résidence principale, il y a le fill-in, il y a plusieurs critères qui rentrent qui ne sont pas forcément objectifs avec le fill-in. Mais si c'est un investissement, franchement, aujourd'hui, personne n'est dupe. Si c'est pas un bien avec des travaux, un héritage, des enchères, si c'est pas un bien où vous voyez qu'il y a une valeur ajoutée, ou bien colocation, c'est-à-dire un appartement, vous pouvez créer un espace supplémentaire, ou encore la super affaire que j'ai jamais réussi à la faire parce que je suis pas seul à prendre la décision, une résidence principale où vous trouvez le moyen, surtout si c'est un pavillon, mais généralement on va parler des appartements, vous pensez qu'il y a moyen de créer un De studio, créer. une forme de studio dans l'appartement, c'est-à-dire vous avez un hall, un sas et une chambre, bah, vous mettez le nécessaire pour que ce soit indépendant avec une entrée indépendante, là c'est le top. Parce que c'est la résidence principale et vous avez les 40 jours en Airbnb et vous n'êtes pas dérangé parce que c'est indépendant. Et je peux vous assurer que en 40 jours, vous allez gagner plus que ce que vous aurez gagné durant l'allocation classique, De 10 mois. oui, de 12 mois. Ouais, De de 12 12 mois. mois. Et comment c'est imposé M les 40 jours, c'est la flat tax de 30%. Alors, ça va être, c'est comme du LMNP. D'accord. Non, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions en fait.